Alors, c'est de Asahi, non? Ah oui, le mensuel du Asahi. Oui, je suis journaliste indépendante. Indépendant. Oui. Très bien. Donc Asahi, c'est grand quotidien au Japon. Oui, je connais Asahi, je connais. Centre-gauche. Oui. Et puis notre magazine, c'est un peu comme Nouvel Observateur. C'est gauche, ça. C'est gauche, mais presque 10 millions de lecteurs. Asahi Shimbun, Asahi. Asahi, c'est 10 millions. Oui. Mais j'ai déjà donné des interviews à Asahi plusieurs fois. Oui. Oui. Le magazine, c'est plutôt intellectuel, gauche et droite. Oui. Parce qu'ici, l'Observateur, c'est nettement à gauche. On peut dire c'est à gauche du Parti socialiste. Oui. Exact. Oui. Je suis allé à beaucoup de votre manifestation ou réunion ou la conférence de presse. Oui. Je suis allé à Bleu, Blanc, Rouge. Oui. C'était très bien. Vous avez vu M. Gollnisch? Oui. Ah, vous avez un spécialiste japonais. Oui, il est professeur. Il est professeur, il est marié à... une japonaise, il me semble. Oui, j'ai vu sa femme à Bleu, Blanc, Rouge. Oui. Ok. Donc, notre objet de ce entretien, c'est pour mettre des livres, les différences de l'extrême droite japonais et extrême droite en France. Donc, il y a des décalages énormes. Si on dit extrême droite au Japon, c'est plutôt groupuscule, le groupuscule, même pas parti politique. Mais donc, je peux placer Front National plutôt dans le parti conservateur au Japon, actuelle majorité parlementaire. Oui, voilà. D'abord, nous sommes... Monsieur Le Pen, pardon, attendez. Je suis pas bien. Pardon, quelques secondes. Oh, pourquoi? Marche pas. Ah, oui, que japonais. Ce matin, j'ai essayé. Si ça ne marche pas, c'est pas de la bonne publicité. On prend un coup là. J'ai essayé ce matin, mais ça c'est quoi, japonais ou pas japonais? Ça, le mien. Olympus, non? C'est Olympus, c'est japonais. C'est japonais, Olympus, oui. Ah ben voilà, vous voyez, ça marche. Pardon. Batterie est morte. Peut-être mort. Et ça c'est quoi ça? Samsung. C'est japonais? C'est coréen. Coréen. Et Motorola. C'est italien, non? Non. Américain, Motorola. Américain. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une prise? Une prise. Oui. Pardon. Là. Oui, ce matin, j'ai essayé. C'est admirable. Sony Nama. C'est pas de technologie japonaise. Pardon. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Voilà. Attendez. Allons-y. Oui, c'est bon. Donc on peut placer le Front National qui a constamment le soutien populaire de 15%. Au moins, oui. Oui, c'est plus maintenant. Oui, une force politique très importante dans le paysage politique en France. Donc, je peux placer Front National dans le parti libéral-démocrate au Japon, actuellement majoritaire, parlementaire, de M. Koizumi, mais plutôt
droite ultra-conservateur de ce parti. Oui, mais je ne peux pas comparer l'extrême, parce qu'il y a la tradition complètement différente. C'est bien sûr, oui. Bien sûr. Donc on peut pas... D'abord, je vais vous répondre sur ce sujet, oui. si vous êtes prêt, monsieur. Oui. Oui. Ah oui, c'est bon. Nous récusons le terme d'extrême droite, qui nous est appliqué par nos adversaires, parce que ça leur permet d'utiliser l'adjectif extrémiste. Exactement. N'est-ce pas? Alors qu'en principe, l'extrême droite, c'est une dénomination géographique parlementaire. En notant au passage que malgré le fait que nous représentions 1/6 de l'opinion, nous ne sommes pas représentés au Parlement national de façon délibérée. Nos adversaires ont élaboré des lois électorales qui leur permettent de nous écarter. Et en nous écartant de l'Assemblée, on nous écarte de tout ce qui est attribué aux parlementaires. Oui. Les médias, les médias nationaux, les convocations devant le Premier ministre, voilà. Nous sommes comme des parias. Nous sommes des sans-papiers. Nous sommes des sans-papiers politiques. Oui. Ça m'a étonné de l'attitude des médias français vis-à-vis de Front National. Oui. Alors, vous savez, sévère, ce qui est reproché au Front National, fondamentalement, c'est d'être anticommuniste, d'origine et de nature. À la vérité, le Front National n'est pas conservateur au sens social du terme. Il l'est peut-être au sens national. Nous nous définissons comme étant la droite nationale. Et le patriotisme, l'attachement aux valeurs de famille, de patrie, d'ordre, de travail, sont fondamentales, si vous voulez, chez nous. On en parlera sur la question du nationalisme. Ça, oui. Nous avons 3 axes pour... Mais je voudrais vous rappeler qu'aux élections présidentielles, où je suis arrivé second, en battant le candidat socialiste, Premier ministre sortant, j'étais le premier pour les ouvriers, pour les chômeurs et pour les jeunes. Ça donne donc, si vous voulez, sociologiquement, une indication intéressante. L'établissement français, européen et mondial est mondialiste. Nous, non. Nous disons qu'il y a une mondialisation indéniable. Absolument. Qui est lié à la technique, à l'évolution des transports, etc. Mais, à la différence de nos adversaires, nous ne considérons pas qu'il s'agit là d'une valeur. Il s'agit là d'un fait. Et nous entendons nous défendre, si besoin est, contre les excès ou les dérives de cette mondialisation. Nous voulons rester maîtres de notre jeu, et nous pensons, et ça c'est très important, que la nation, même au début du XXe siècle, reste le cadre le plus performant pour la défense des libertés, de l'identité, de la sécurité, de la prospérité et de la culture d'un peuple. Voilà. C'est en cela que nous sommes réputés par tous les autres comme étant des conservateurs, ou pire, des fascistes, comme ils disent, parce que là c'est plus simple, on dit fasciste, là quand on dit fasciste, il n'y a même plus besoin d'expliquer. On entre dans la sphère religieuse, là, n'est-ce pas? Voilà. On entre dans les tabous. Ok. Parlons sur la question du nationalisme, donc vous avez évoqué, ça c'est notre axe de poser quelques questions. Mais quand on parle de nationalisme, je crois en France, depuis le XVIe siècle, à l'époque de François Ier, France est centralisée, plus en plus culturellement, économiquement, à cette époque, la loi qui dirige, qui contrôle la France. Mais quand même, il y a cette époque où il y a une nation,
breton, votre origine, Oui. Bretagne, basque, corse, et même flamand, un petit flamand. Oui, et puis absolument, alsacien, Languedoc. normand. Donc, voilà. Alors, depuis le XVIe siècle jusqu'à la Révolution française, chaque nation en France était pareille. Donc, petite globalisation était faite. Hein, c'est vrai. Compris. Et, donc, vous défendez une part nation française centralisée. Hein, je voudrais vous préciser que la nation, oui. c'est une notion de la Révolution. Oui. C'est une notion de gauche, oui. n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, les billets de banque de la Révolution, les assignats, portaient la mention « la nation ou la mort ». Oui. Et alors, vous êtes défenseur de la Révolution française, révolution, oui, républicain, vous êtes républicain. Je suis solidaire du passé de la France, aussi bien de son passé monarchique ou impérial que de son passé républicain, n'est-ce pas? Je défends la France telle qu'elle est, n'est-ce pas? En espérant conserver pour elle et pour le monde sa diversité que j'estime être un enrichissement. Si je vais à Kobe, j'ai pas envie de retrouver l'Orient, n'est-ce pas? Bon voilà, chaque pays a son charme, ses valeurs, sa force, son équilibre, et je crois que ça c'est une bonne chose. Et cela nous sépare de presque tous les autres qui sont entraînés par la mode du mondialisme, du village planétaire, etc. Voilà. Donc je ne peux pas dire vous êtes ni républicain, ni royaliste, ni... non, je suis français. Français, voilà. Mais j'ai lu quelque part, vous êtes résistant pendant la guerre. Oui, oui. Oui, j'étais très jeune. Mon père est mort à la guerre, n'est-ce pas? Et j'avais 16 ans, j'étais contre l'occupation de mon pays. Oui. Mais sans considération idéologique. Voilà. Mon pays était occupé, j'étais contre l'occupation du pays. Voilà. Processus naturel. Sans haine et sans crainte. Oui. Et d'autres questions, peut-être un peu gênantes pour vous, peut-être, j'ai lu aussi, à la guerre d'Algérie. Vous êtes participé, comme toutes les générations françaises, en tant que parachutiste. Oui. Mais moi, j'étais député et volontaire. Cette époque, vous avez peut-être vous avez changé un peu votre idée de la France, non? À quel point de vue? Algérie, c'est la France. Oui, j'étais partisan de l'Algérie française. Oui. Et j'ai même dit à la tribune de l'Assemblée nationale, si vous ne faites pas l'Algérie française, vous aurez la France algérienne. Voilà, c'était prémonitoire, n'est-ce pas? Donc c'est l'absurde de gaulliste, cette époque. Voilà, si vous voulez, je pensais qu'à la fin du XXe siècle, les choses étant ce qu'elles sont, et l'Algérie étant composée de départements français, je pensais que c'était un grand atout pour la France d'être à cheval sur deux continents. Et en particulier d'avoir cet immense espace saharien qui n'appartenait pas à l'Algérie. Cet immense espace algérien et ses ressources pétrolières. Ma vision de l'avenir s'inscrivait dans cette perspective, une fois fait le bilan de nos chances et de nos handicaps, si vous voulez. Et dans cette perspective, je disais, il faut considérer la jeunesse algérienne comme un atout, à condition d'en faire des Français, qui justement utiliseront leur capacité personnelle et spécifique pour faire rayonner la France et ses intérêts moraux et matériels sur le monde musulman. Voilà, c'était ma vision impériale, si vous voulez, n'est-ce pas?
Voilà, ça c'est une grande différence. Avec le Japon. Japon. Oui. Voilà. Bah, vous avez eu un peu cette tentation-là à un moment donné. Oui, mais ça c'est. C'est fini maintenant. Oui, mais je ne vous les reproche pas. Oui, je ne reproche pas. Le matériel. Hein, non, d'autant que moi je proposais, je disais, on ne fera pas l'Algérie française sans considérer les Algériens comme des Français à part entière. Encore faut-il que cela soit inscrit dans un effort d'éducation, de formation et je dirais de dignification, si vous voulez. Ça, je comprends. Ce genre de politique a été effectué par le militaire japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou pendant la colonisation de parties de Chine et Corée et Taïwan. Enseignement japonais obligatoire. C'est ça. Mais ce qui est extraordinaire en France, au cours de l'histoire de colonisation, la France qui a apporté certaines cultures extraordinaires. Ils ont apporté Jean-Jacques Rousseau, révolutionnaire. Oui, républicain. Oui, républicain, voilà. Donc, ils ont utilisé cette idée française pour résister, pour obtenir l'indépendance. C'est ça. Voilà. Oui, oui, mais à peine obtenu l'indépendance, ils se sont réfugiés chez maman. À peine on leur a donné la liberté de sortir le soir, ils sont tout de suite venus chez maman pour se protéger. Mais malheureusement au Japon, pendant la colonisation, nous n'avons pas cet apport de culture extraordinaire au pays de Chine, au Corée ou ailleurs. Et puis c'était un autre temps. C'était déjà la première moitié du XXe siècle, c'est très loin déjà. Oui, oui. Mais oui, bien sûr. Et puis, qu'en pensez-vous des premiers ministres japonais chaque année qui vont au sanctuaire où les criminels de guerre de Deuxième Guerre mondiale étaient enterrés, et puis d'autres soldats aussi sont enterrés sur un endroit, et M. Koizumi qui se rendent chaque année comme un rituel, et évidemment Coréens, ou Chinois, ou Taïwanais, ils sont pas contents. Sont pas contents oui. De la justification de cette colonialisation. Oui, je comprends. Je comprends, mais je comprends aussi que M. Koizumi exprime le respect pour la continuité avec ses faiblesses et ses forces, ses fautes et ses réussites, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous disons qu'il est ultra-conservateur. Il veut conserver la valeur avant la guerre. C'est ça. Il y a l'action quand même de la nette avant la Deuxième Guerre mondiale et puis après. C'est ça. Moi, j'ai fait au cours de mes... Vous savez, je vais fêter, là, dans 2 mois, le 50e anniversaire de ma première élection. J'ai été élu député la première fois, il y a 50 ans. Et au cours de ma vie politique, je suis allé visiter à peu près tous les sites religieux, historiques et du pays, si vous voulez. Hein? J'ai été, y compris, j'ai même été à Genève sur le monument protestant. Mais j'ai été à Lourdes, j'ai été à Sainte-Anne-d'Auray, j'ai été sur les champs de bataille, n'est-ce pas? J'ai été sur les champs de bataille, y compris les très très anciens. Voilà. Et vous savez que je suis moi né à Karnak, dans la Trinité Karnak, dans le site mégalithique, n'est-ce pas? L'héritage celtique de l'Église. C'est ça, tous les menhirs, etc. Voilà. Et donc, j'ai essayé d'intégrer à ma conception culturelle et affective
l'ensemble des Français. D'ailleurs, vous savez, c'est aussi ma femme est demi-grecque et elle est protestante. N'est-ce pas? Bon, donc, nous faisons voilà. Pour moi, tout m'a toujours été rendu facile. C'est une phrase d'Henri IV. Il a dit « J'ai toujours tout trouvé facile par amour de la France ». Voilà. Eh bien, moi, c'est un petit peu la même chose. Alors, moi, j'ai mis cela en action, si vous voulez. D'abord, mes ennemis disent il est raciste, xénophobe et antisémite. Ça, c'est la trilogie d'attaque de mes adversaires. Or, je rappelle que la première fois que j'ai été élu député, mon deuxième de liste était un noir. N'est-ce pas? Oui, un Martiniquais. J'ai été le premier Français à présenter la candidature d'un arabe algérien à la députation à Paris en 1957. Et j'ai fait élire la première femme musulmane conseiller régional d'Île-de-France en 86. J'ai toujours eu à la direction du mouvement, dans le bureau politique, des Noirs, des Juifs, des Arabes, pas beaucoup, il y a la proportion de leur importance, n'est-ce pas, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux. Mais j'ai toujours marqué que la conception que j'avais de la nation n'était pas une conception raciale, puisque telle n'était pas l'histoire de notre pays, n'est-ce pas? Telle n'était pas l'histoire de notre pays. En notant au passage quand même que la colonisation, c'est le fait de la gauche et de la République. C'est la gauche et la République qui ont voulu aller porter aux autres pays les valeurs de la République française. Par conséquent, on ne peut pas m'en faire le reproche à moi. Et actuellement, parmi les membres de Front National, il y a des juifs, noirs, de tout. De tout. De tout. Oui, y compris pas seulement dans les membres, mais dans les élus. Ce qui est beaucoup plus significatif. N'est-ce pas? Pas seulement les membres, parce que les membres on ne les connaît pas, mais les élus. Il y a des élus noirs, il y a des élus juifs, il y a des élus musulmans. Voilà. Et chez nous, ça ne choque pas, si vous voulez. Ma femme préside une association qui s'appelle SOS Enfants d'Irak. Là, on va aborder. Ah oui, d'accord. Je veux dire que tout ça marque bien que nous n'avons pas d'hostilité à l'égard des autres. Nous préférons nous-mêmes. C'est bien normal, n'est-ce pas? Non, pour nous, les Japonais, quand je vois les médias, c'est un peu choquant. Vous êtes vraiment diabolisé. Ah oui, mais vraiment diabolisé. Ah mais c'est fait. Je crois que c'est fait méthodiquement par les méthodes marxistes. C'est très bien fait, très bien fait. Non seulement marxiste, gaulliste aussi. Oui, mais c'est dans la mesure où le gaullisme a copié le marxisme, si vous voulez. Oui. Je veux dire que la technique de manipulation des masses, c'est quand même très marxiste, si vous voulez. Et puis, l'éducation nationale en France reste très marxiste, aussi bien dans ses personnels que dans son inspiration, dans ses programmes. Et voilà. Voilà. L'autre aspect, je suis choqué, ou beaucoup de Japonais, un certain nombre de Japonais sont choqués, c'était, vous avez dit dans le discours il y a dizaines d'années, sur la question du point de détail, combien de morts. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, oui. En politique japonais, il dit les choses, massacre de Nankin, ça c'est le point de détail. Scientifiquement, on n'a pas prouvé combien de morts, etc. C'est la logique. Oui. Je n'ai pas dit, j'ai pas dit. Non, ce qui m'a choqué, ça devient votre discours devient ça a pris de la proportion énorme. Et le même jour, attendez, et le même jour mondial, le même jour, 3 jours après, au Chili, au Canada, aux Indes, en Australie, partout. Et qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une évidence.
il n'y avait dans cette réponse que je faisais à une question aucune intention ni agressive ni insultante. J'ai cependant été condamné à 1 250 000 francs. 150 millions d'anciens francs. N'est-ce pas? Et puis, c'est répété à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Voilà. Ça, c'était un peu choquant. Non, c'est la technique de combat. N'est-ce pas? Rappelez-vous qu'il y avait une communauté de vues entre les communistes de l'URSS et des gens comme Rockefeller, qui disaient, s'agissant de chez nous, il faut détruire les nations. Je suis le défenseur de la nation. Donc je suis l'ennemi public numéro 1. N'est-ce pas? Mais en même temps, je dis, je suis l'ami public numéro 1 des Français. À condition qu'ils veuillent bien reconnaître leurs amis. Et Bretagne, votre origine, Bretagne, c'est la famille, votre famille. Oui. Bretagne qui. Eh bien, c'est là où j'ai le moins de voix. Rayé de la carte de France. Oui. Ça existe, évidemment, Bretagne, région qui existe. Mais au niveau national, État-nation, dans le cadre de État-nation, ça n'existe pas. Bretagne, c'est la France. Oui, c'est une province, oui. C'est une région. Voilà. Donc, deuxième axe de question. Actuellement, la mondialisation, ça progresse, surtout économiquement. Et puis, 29 mai, le référendum. Le référendum de Constitution européenne. Et vous avez voté non, évidemment, oui. Pour l'intérêt de la France. C'est ça. Oui. Mais il y a la gauche aussi. Oui, en partie, pour d'autres raisons. Oui, pour d'autres raisons. Ils cherchent fédération de l'Europe de nations. Fédéralisme, ils cherchent fédéralisme, en tout cas. Donc il y a le fossé net parmi non. Oui, mais il y a aussi, par exemple, beaucoup de oui qui sont contre la Turquie, par exemple. Oui. Contre l'entrée de la Turquie. Oui. Donc, mais je ne sais pas, 50 ans à venir, ou 60 ans à venir, 100 ans à venir, peut-être États-nations qui vont peut-être disparaître de notre globe. Hein? J'espère que non. Ah. J'espère que non. Comme la Bretagne sont disparus. Elle n'a pas disparu, non, c'est pas disparu. Oui, ils ont de l'identité culturelle, évidemment. Hein. Culturelle, et puis, ils sont des cadres. Les départements ont leurs conseils généraux. Oui. La région a son conseil régional. Oui. Mais c'est sûr que ce qui a été l'unification, c'est la langue, surtout. Oui. C'est la langue. Oui. La langue. Voilà. Oui, même la langue. Je ne sais pas, maintenant, ça devient un peu. Il y a beaucoup de revendicateurs, de bretons qui exigent. Non, vraiment, ce n'est pas beaucoup. Il y a ce que j'appellerais des autonomistes, des provincialistes. Oui. Ils sont sympathiques. Moi, j'aime l'attachement aux sources et aux racines. Que j'aime les nymphes, j'aime des choses comme ça, vous voyez, hein. Donc j'aime cet attachement à la terre, aux origines, au passé, tout cela. Mais il faut dire que c'est une petite minorité, sympathique, mais petite minorité. Mais en tout cas, dans le cadre de l'État-nation, Bretagne, qui ne représente pas une grande importance. Voilà. Sauf pour les pertes à la guerre. Ça, on est les premiers là. Oui. Pour les pertes à la guerre. Oui. Donc, dans ce contexte, je ne sais pas, 100 ans à venir, France, ça devient, garde l'autonomie de spécificité culturelle française. Ça va rester sans doute. Mais politiquement,
peut-être communauté européenne qui je ne sais pas comment Oui, mais vous gardez vraiment de l'indépendance de la France pour l'avenir ou bien vous avez d'autres perspectives, unification de l'Europe, mais non, je dis que il faut essayer éventuellement d'assembler des gens qui se ressemblent ou qui ont des intérêts communs. Quand on fait une société, on prend des gens qui ont les mêmes objectifs et qui apportent leur contribution pour un but commun. D'accord. Moi, je pense qu'il y a une solidarité face notamment au phénomène démographique mondial qui est pour moi la notion la plus essentielle du XXIe siècle. C'est le fait que notre continent, que j'appelle le continent boréal, qui va de Brest à Vladivostok, si vous voulez, à moins d'1 milliard d'habitants. Les autres, 5 milliards. En expansion continue et en même temps en appauvrissement continu. Donc, penser qu'il y a danger de submersion de ce continent boréal par les autres, c'est une évidence pour moi, que je répète depuis 30 ou 40 ans, n'est-ce pas? Car ceci est vérifié par l'expérience, n'est-ce pas? Et malheureusement, l'établissement, lui, a ignoré cette donnée et a raisonné de façon idéologique, droit de l'homique, mondial, l'humanité, etc., en voulant ignorer les spécificités des uns et des autres. Alors, je ne sais pas quelle forme peut revêtir la coopération à l'intérieur de ce continent boréal. Elle n'est d'ailleurs pas exclusive. Moi, je suis pour la bilatéralité des relations. Je veux qu'on puisse avoir des relations avec les États-Unis, avec le Japon, avec le Soudan, le Sénégal ou l'Argentine. Moi, je crois qu'il peut y avoir des facilités de coopération, une coopération plus étroite avec les voisins. C'est assez naturel, hein, mais je ne crois pas à la fédération, je ne crois pas qu'en unissant des faiblesses, on fait une force. Je crois en créant une force apparente, on décourage la volonté des composantes, si vous voulez. Hein. Chacun compte sur l'autre pour faire le travail et pour payer. Donc c'est un peu comme Philippe de Villiers qui Europe de coopération, c'est ça. Oui, Philippe de Villiers, c'est pas moi qui suis un peu comme lui, c'est lui qui est un peu comme moi. Oui. On l'appelle, vous savez comment on l'appelle, duplicator. On l'appelle duplicator parce que il fait les mêmes affiches que nous, mais là ce n'est pas innocent, Il est chargé de ça. C'est une mission qu'il a. À la chasse, ça s'appelle les rabatteurs, vous savez. Les rabatteurs sont ceux qui font du bruit pour que le gibier aille vers les chasseurs, vous savez. Voilà. Et il a toujours dit, et il a toujours agi comme membre de la majorité, n'est-ce pas? Il a pris une comparaison nautique. Il a parlé du trimaran, vous savez. Il a dit le trimaran, il y a le corps central, c'est l'UMP, et puis il y a 2 flotteurs, le mien et celui de M. Bérou, n'est-ce pas? Seulement le bateau il fait haut, alors évidemment il n'ira pas loin. Oui. Alors qu'est-ce que J'avais dit aussi, pour Villiers, l'extrême gauche a un facteur. Maintenant, nous avons un contrefacteur. Besancenot. Il y avait Besancenot le facteur, maintenant on a Villiers le contrefacteur. Et puis c'est étonnant, c'est l'actualité aujourd'hui de M. Sarkozy
qui est assez musclé vis-à-vis de cette émeute. Mais le muscle, plutôt votre politique. Le plus important muscle de monsieur Sarkozy, c'est sa langue. Il a une langue très musclée. Ah, oui. Mais acte, c'est encore mou. Comment? Oui, le reste, c'est pas très fort, non. Ah bon. Non. Mais l'ambition est un grand moteur dans la vie. Peut-être insuffisant, mais c'est un moteur. Oui. Mais on a parlé oui, il y a un décalage de développement entre pays du Nord et puis pays du Sud. Et il y a beaucoup de problèmes dans la communauté européenne, notamment en Espagne, même en France. Il y a un flux immigratoire. Italie. Italie aussi, immigratoire. Mais les pays du Nord qui ont certaines responsabilités d'appauvrissement des pays d'Afrique ou de latino-américaine, ou de certain nombre de pays d'Asie. Alors, comment vous envisagez le co-développement pour empêcher l'immigration? Ils doivent se développer économiquement. Bien sûr. Ouais, sinon, c'est évident. Il est évident que le phénomène d'immigration nous surcharge, mais eux les privent de cadre. Pardon. Tu m'as un verre d'eau, s'il te plaît. C'est bien sûr. C'est pour ça que je suis très souvent moi en accord avec les chefs de gouvernement africains qui développent la même idée que moi, n'est-ce pas? En disant il faut que nous trouvions des formes de coopération, mais des formes de coopération nationales, de façon à ce que nous évitions ces espèces de transferts brutaux de population qui ressemblent à ce que pourrait être la masse d'eau dans un bateau qui n'aurait pas de cloison étanche, qui risque de faire chavirer le bateau en passant d'un côté à l'autre. Merci. Excusez-moi, je peux avoir un verre d'eau? Ah oui, demande de l'eau fraîche, s'il te plaît. Parce que j'ai été à Chypre et j'ai attrapé une bronchite dans les hôtels avec la climatisation, vous savez. Mais vous êtes toujours vitalité extraordinaire. Vous avez dépassé la 80. Non, 77. Ah, 77. Oh, seulement 77. Non, mais je me défends bien de ce côté-là, ça va, pour l'instant. Vous savez, voilà encore un phénomène dont nos sociétés n'ont pas tenu compte, ou qu'ils n'ont pas vu. C'est l'allongement de la vie, et ses conséquences sociales et économiques. Là, moi, il y a 30 ans que je dis cela. Je dis, attention, comme la vie s'allonge, le nombre des prestataires des services sociaux va augmenter. Il faut donc prévoir une augmentation comparable des producteurs. Il faut donc une politique, il faut investir dans une politique familiale, démographique, avoir des enfants. Oui. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont investi dans l'immigration, ce qui était absurde et laissait prévoir ce qui se passe, qui n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Il entre en France chaque année entre 400 et 500 000 étrangers qui restent. 4 et 500 000 par an en France. Illégalement ou bien... En partie, à peu près moitié légalement et moitié illégalement. Voilà. Mais France est très généreuse. Très généreuse. Très généreuse, mais c'est d'ailleurs ce qui attire les gens. Vous savez, je dis souvent dans mes discours, il ne faut pas en vouloir aux immigrés. Ils ne sont pas responsables de cette situation. Les seuls responsables, ce sont les politiciens français de droite et de gauche. Quelqu'un qui est à l'étranger, qui sait qu'en venant ici, il gagnera sans travailler 100 fois ce qu'il gagne en travaillant chez lui,
c'est irrésistible, évidemment. Mais pour empêcher cette situation immigratoire comme ça, pays du Nord doivent agir pour aider le développement de pays du Sud. Mais comment vous... Écoutez, moi déjà, j'avais proposé en 87 le moratoire général des dettes. Ah. En 87. Mais il est évident, par exemple, que nous pouvons accepter de faire l'effort de formation de leurs cadres à une condition. Ils sont d'accord. C'est que leurs cadres retournent chez eux. Oui, or, si le Sénégalais s'installe comme médecin en banlieue de Paris, eh bien, c'est perdu pour tout le monde. C'est perdu pour les Français parce qu'il prend une place d'un étudiant français, et c'est perdu pour le Sénégal parce que il n'a pas là-bas le cadre, le médecin dont il a besoin. Voilà. Et c'est pour ça que je suis très souvent, les chefs d'État africains sont en accord avec ce que je dis, n'est-ce pas? C'est une. Quand j'ai comparé la politique d'immigration japonaise, très très sévère, peut-être encore beaucoup plus sévère que vous, mais par contre, le Japon qui donne énorme somme d'argent à toutes les organisations internationales, FAO, organismes internationaux, ça c'est ce qu'on paye contre, on empêche la praxe migratoire au Japon. Oui, mais est-ce que cette aide internationale est toujours bénéfique? Je n'en suis pas sûr. Quand on amène, par exemple, sauf dans les catastrophes, bien sûr, mais quand on amène nos produits agricoles, par exemple, dans ces pays, on tue leur agriculture. Exactement. Ouais. Voilà le problème. Bientôt à Hong Kong, il y aura on va s'apercevoir. Parce que la France qui subventionnait beaucoup de produits. On va s'apercevoir que la colonisation n'était peut-être pas la pire des solutions. Ah voilà. Là aussi, il y avait certaines frictions entre l'Algérie et la France. Avril ou mai, M. Dostoevsky qui a dit l'époque de colonisation n'était pas tout à fait négative, n'était pas entièrement négative. C'est vrai, c'est évident. Oui. Mais pour les Algériens, M. Bouteflika, non, ce n'est pas inadmissible. C'est ce que j'ai dit à mes amis qui me parlaient de l'esclavage dans les colonies d'Amérique. Mais j'ai dit, mais au même moment, les petits garçons poussaient des chariots au fond des mines en Europe. N'est-ce pas? Il faut comparer des choses comparables. Il ne faut pas comparer l'esclavage d'il y a 300 ans avec la situation d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Moi, je suis né dans une maison où le sol était en terre battue et où il n'y avait ni eau ni électricité. N'est-ce pas? Bon, eh bien, j'ai peine à m'émouvoir quand je vois des Algériens dans des F4, n'est-ce pas, des 4 pièces avec télévision, ascenseur, eau chaude, eau froide, n'est-ce pas? Voilà. Il y a 5 millions de Français qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté et qui sont plus malheureux que les immigrés. Et eux, ils sont nés ici, ils n'ont pas d'autre pays que celui-ci. Alors ceux-là, on les méprise, on n'en tient pas compte. Tout est fait pour les banlieues. Pourquoi? Parce que les banlieues font du bruit, parce que les banlieues font peur. C'est donc la prime à la violence. Ça, c'est une faute politique grave. Mais si on suit votre logique, encore sur la question de nationalité, en France, c'est le principe de territoire.
hein, ou même algérien, ou africain, ou japonais, qui est né en Je suis contre. Ah, vous êtes contre? Tout à fait contre. Parce que le Japon, c'est le principe de sang. Comment Tout à fait contre. Donc, ce droit du sol est un droit qui est né à la fin du 19e siècle, au moment où on a pensé qu'on préparait la guerre de 14-18, et où il n'y avait pas de raison que les travailleurs étrangers échappent à la conscription. C'est donc une loi de conjoncture. Et par conséquent, il n'y a aucune raison de ne pas la modifier. C'est dans le programme, c'est dans mon programme, suppression du droit du sol. Ah, d'accord. Chez nous, nous avons une formule, la nationalité, ça s'hérite ou ça se mérite. Ça s'hérite, c'est le droit du sang, ou ça se mérite, c'est la naturalisation demandée et accordée. D'accord. C'est-à-dire, ça, c'est le Japon, c'est tout à fait ce que vous désirez, ça correspond. Mais nous avons un exemple brûlant. C'est l'île de Mayotte, à côté de la Réunion, à côté de Madagascar, vous savez. D'accord. Bon. Océan Indien. C'est ça. Alors, il y a à côté les îles de... Comment dit-on? L'Union Seychelles. Anjouan et... oui, je ne sais plus. Bref, le nom va me revenir. Or, les femmes viennent pour accoucher sur l'île de Mayotte. Territoire France. Parce que comme elles sont... Oui, Mayotte, c'est la France. Oui. Mayotte, c'est la France. Et les autres se sont séparés de la France. Donc, les femmes viennent accoucher et l'île est submergée par l'immigration. Comme la Guyane. Comment? La Guyane aussi. La Guyane aussi. Étranger qui vient à Guyane. Ils traversent le fleuve et ils viennent accoucher. Et une fois qu'ils ont accouché sur le sol français, ils disent c'est petit français. Et moi, mère de petit français, je ne peux pas partir. Voilà. C'est le petit français. Alors, donc, d'autres axes sur la question de guerre d'Irak. De pardon? Guerre d'Irak. Votre position était claire. Guerre d'Irak, invasion américaine sur l'Irak. Ah oui, tout à fait. Oui. Tout à fait au début. Oui. Bon, j'ai fait un premier article dans le Figaro qui s'appelait « Qu'allons-nous faire dans cette felouque ?» Parce que, voilà, il y a une phrase de Molière qui est « Mais qu'allait-il faire dans cette galère ?» N'est-ce pas? Et moi, j'ai dit « Qu'allons-nous faire dans cette felouque ?» Nous n'avons rien. L'Irak est un pays... Le felouque, c'est le bateau... Oui, c'est le bateau arabe, vous savez. D'accord, voilà. ok. Et l'Irak est un pays ami. Il nous fournit ce que nous n'avons pas, le pétrole, et nous lui fournissons ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire les denrées et l'armement. Parce que nous lui avons vendu pour 130 milliards d'armement. N'est-ce pas? C'était le temps où on disait que Chirac, ça s'écrivait CH'-IRAK. Qu'est-ce que c'est? Chirac, vous connaissez Chirac. Oui, Chirac, oui. Alors on disait Chirac, ça s'écrit CH'-IRAK. Chirac. Irak. Ah. Voilà. D'accord. Oui, c'est lui qui a fait beaucoup de commerce avec... Oui, voilà. Alors, mais votre position... ma position était conformément à l'ONU, aux règles de l'ONU. Ces conflits doivent se régler de façon régionale. Donc, j'étais contre l'intervention des puissances extérieures. Tu vois ? Et donc, j'ai été contre l'intervention américaine, et j'ai surtout été scandalisé par la mesure la plus meurtrière, notamment à l'égard des enfants, qui a été le blocus.
le blocus a été un crime contre l'humanité. Et c'est là qu'est né d'ailleurs SOS Enfants d'Irak, pour essayer de faire parvenir des médicaments, des ambulances, des choses comme ça, pour un pays. C'est tout à fait le discours du Parti communiste français. Comment? C'est le discours du Parti communiste français, c'est exactement pareil. Oui, bien après. Lui l'a fait, bien après. J'étais allé en Irak la première fois pour demander la libération des otages français. Le gouvernement français m'a empêché d'y aller, n'est-ce pas? Et quand je suis arrivé, j'ai obtenu la libération d'une soixantaine d'Européens. Et M. Saddam Hussein m'a donné un avion pour les rapatrier sur Strasbourg. Et quand je suis arrivé à Strasbourg, le gouvernement français a fait détourner l'avion pour le poser à Bâle. Et là, nous avons été attendus par les gendarmes mobiles avec les mitraillettes et les chiens. Est-ce que vous avez de l'amitié personnelle avec Saddam Hussein? Vous avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré deux ou trois fois. Oui, j'ai de la considération pour le personnage. Oui, tout à fait. Et je constate, toujours pareil, que à la place de ce pays moderne, laïque, en voie d'amélioration, malgré les guerres qu'on lui a fait faire pour le compte de l'Occident, n'est-ce pas, hein? Eh bien, aujourd'hui, c'est le chaos. Et dans ce pays où l'équilibre était difficile, à la vérité, ça ne pouvait tenir que par la domination d'une minorité. Parce que si c'est la démocratie, ben d'abord c'est anti-américain à 99,9%. Bon. Ensuite, c'est la domination des chiites. Oui. Or les chiites, ce sont les mêmes que les Iraniens, la même religion. Oui, mais chiites, c'est majoritaire, la population irakienne, parmi les populations irakiennes. Oui, mais si la démocratie débouche sur la mort, il faut quand même être démocrate. À votre avis? Oui, absolument. Ah bon, il faut mourir alors. Si on est pour la démocratie, et que la démocratie c'est la mort, ben il faut mourir. Non, pas tout à fait. Voilà, la démocratie occidentale en Irak, au contraire des traditions de ces pays, ils ont des traditions de gouvernement, ils ne sont pas plus sots que nous. S'ils ont ces méthodes, c'est que ça doit bien correspondre à une certaine nécessité. Absolument. Bon, or, les chiites, les sunnites et les Kurdes, n'est-ce pas? Bon. La seule manière de gouverner, c'était la domination d'une minorité, parce que la domination d'une majorité, c'est l'écrasement dans ces pays. Hein? Et c'est l'axe, surtout, Bagdad-Téhéran. Ce n'est pas exactement ce que cherche l'Occident, n'est-ce pas? Et ils vont faire... Écoutez, les Américains ont détruit les États laïques arabes, musulmans, en Iran. Ils l'ont détruit en Irak, et ils veulent le détruire en Syrie. Ils nous ont imposé, dans les Balkans, 2 États musulmans. Et ils veulent maintenant faire entrer la Turquie musulmane dans l'Europe. Mais ça, c'est la politique américaine, c'est pas la politique française, ni la politique européenne. Je comprends que les Américains aient une conception géostratégique de leurs intérêts, mais leurs intérêts ne sont pas forcément les nôtres, ou peuvent être opposés aux nôtres. Voilà. Donc, votre conception mondiale, c'est assez clair. Vous opposez acharnement sur l'unilatéralisme américain. Oui. Donc,
plutôt multilatéraliste, hein, américain ou européen, ou peut-être chinois, japonais. Oui, bien sûr, mais je crois que multilatéralisme. On doit essayer d'atteindre un certain équilibre, n'est-ce pas, sans domination des Américains. D'autant que ils n'ont pas toujours démontré que leur vision était géniale. Hein? Bon. Alors, n'est-ce pas, que font les Américains avec les Arabes? Eh bien, ils nous font payer, c'est nous qui payons. Les Américains nous font payer aux Arabes ce qu'ils donnent aux Israéliens. Comme les Américains soutiennent Israël, ils donnent des compensations diplomatiques et politiques aux pays arabes, ou musulmans, parce que la Turquie n'est pas un pays arabe, ni l'Iran, n'est-ce pas? Bon. Et cela n'est pas conforme, à mon avis, à un équilibre pacifique du monde. Oui, et vous avez fait une chose extraordinaire, comme vous avez dit, prisonniers français pendant la guerre ou avant la guerre en Irak, quelques centaines, 60. C'était juste avant la guerre. Juste avant la guerre. C'est quand il a retenu des gens pour les mettre sur les sites, stratégiques, vous savez, voilà. Et j'avais demandé voilà, ça, j'étais intervenu. Je ne connaissais pas d'Irakiens, mais je suis intervenu de moi-même, comme cela. Ce qui est extraordinaire, parce qu'au Japon, il y avait grand bruit, pas cet événement, mais 3 Japonais étaient prisonniers en Irak par la groupuscule et ils sont retournés, 3 sont libérés et puis retournés au Japon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de problème? C'est le gouvernement japonais et un certain nombre d'opinions japonaises qui a commencé à accuser ces 3. Ils sont membres de ONG qui sont allés en Irak volontairement pour aider des victimes, les enfants, etc. Mais malheureusement, ils ont 3 sont kidnappés par le groupe de la secrète. Mais c'est plus tard. Ça c'est pendant la l'année dernière. Oui, c'est ça, c'est plus tard. Oui. L'année dernière. C'est après la guerre. Après la guerre, oui. Alors, quand je comparais cette situation au Japon, c'est plutôt accusé ces 3. Ils sont allés tout en compte de la situation en Irak, prenaient responsabilité eux-mêmes. État qui ne paye pas pour le tour. Donc, ils sont obligés de payer le tour, frais d'avion, etc. Mais évidemment, ça devient vraiment grand débat national, ce problème. Quand j'ai comparé la situation en Italie ou en France, c'est solidarité extraordinaire en France. Oui. Par exemple, Madame Ovna, d'autres journalistes, c'est unanime en France pour aider. Et en Italie aussi, c'est exactement pareil. Alors, ça c'est vraiment honte un peu. Chacun qui a la liberté d'aller partout. Et puis, s'il y a un problème, l'État qui doit prendre la responsabilité. C'est pour ça que nous payons notre impôt. C'est vrai. Ouais. Mais là se pose le problème de savoir si on doit négocier avec les organisations terroristes. Parce que si vous négociez avec l'organisation terroriste... Vous voulez dire État qui doit... Non, avec les organisations terroristes, les groupes qui ont enlevé les gens. Oui. Si vous négociez, si les États négocient avec eux, ils sont pris à la gorge. Oui.
car ils subissent le chantage sur la vie de quelques-uns de leurs ressortissants. Et personnellement, je pense que si cruelle que soit la position, les États ne doivent pas négocier avec les organisations criminelles. Officiellement, non, mais c'est peut-être des ONG, c'est peut-être des... Mais les États ne peuvent pas, ne doivent pas. Oui, officiellement. Oui. Mais il y a le service secret, il y a le tuyau. Oui. Il ne faut pas être otage, n'est-ce pas? C'est mauvais. Oui. Mais vous n'avez pas l'opinion là-dessus, sur la division d'opinion publique au Japon, comme ça, sur l'otage? Comment vous voyez Chez nous, il y a eu unanimité, enfin une solidarité, mais je crois que tous ces grands mouvements font de la publicité pour les organisations criminelles. Tous les jours à la télévision, Madame Ovna, Madame Ovna et Madame Ovna, c'était un poids énorme pour les organisations, c'est une publicité formidable pour les organisations terroristes. Alors là, sur difficile, c'est le vrai combat entre la discrétion et la transparence. Moi, je crois que la diplomatie ne peut pas être transparente, par définition. Mais si État français qui dit, par exemple, à Florence Ovna, nous avons déjà averti aux journalistes ou ONG, il y a le risque. Donc, prenez votre propre responsabilité et on ne s'engage pas. C'est ce qu'a fait M. Blair. C'est ce que Koizumi qui a fait. C'est la politique britannique, ça. Koizumi aussi. Les Britanniques disent, vous y allez, c'est votre problème. Voilà. Nous ne nous sentirons pas engagés par vous. Voilà. Moi, je dois dire que je suis assez pour cette position-là. Vous êtes pour? Oui, je crois. Je crois que c'est très dangereux d'entrer par sentimentalité. C'est très dangereux d'entrer dans le jeu de la négociation des États avec des organisations criminelles. Très dangereux, parce que les conséquences sont disproportionnées, si vous voulez. C'est disproportionné. Et encore une fois, il faut reconnaître la liberté aux journalistes d'aller où ils veulent, mais il faut qu'eux-mêmes prennent les précautions. Absolument. Pour... Voilà, c'est leur risque, si vous voulez. Il y a un risque qui leur est personnel. On ne peut pas impliquer les États à chaque fois, ou bien alors, en permanence, la politique des grands États sera sous-tendue par la menace exercée sur leurs ressortissants. Il vous reste 5 minutes. Ok. Alors, oui. Sur la question de globalisation, vous êtes plutôt de la... comment on dit, interventionniste ou bien plutôt libéral, laisser-faire. Vous parlez de la théorie de M. Kouchner. Oui, Sarkozy aussi. Il faut libéraliser le marché, de la libre concurrence. Ah non, c'est autre chose. Ah bon, d'accord. Oui. Non, vous parlez de... Plutôt la gaulliste qui doit intervenir, l'État qui doit défendre certaines... Ah, je crois que c'est le rôle... service public, par exemple. Je crois que l'État... Je suis un partisan de la liberté du marché, n'est-ce pas, la libre entreprise, etc. Mais je pense qu'il y a certains secteurs stratégiques, certains secteurs clés, où l'État a le devoir de veiller à l'intérêt national, à ce que l'intérêt national ne soit pas victime de la liberté totale. Autrement dit, je ne suis pas pour la liberté du renard dans le poulailler. Voilà.
Donc, dans ce cas-là, la libéralisation du marché, actuellement, c'est 15% de EDF-GDF. Hein. Il y a la capitaux, je ne sais pas, 7% à peu près, de capitaux privés qui va entrer. Et puis, pour l'avenir, peut-être, on ne sait pas. Mais vous êtes défenseur de ce service public, mais EDF, c'est une position très forte en Europe. Hein, je ne suis pas défenseur d'un service public qui est prisonnier du syndicat communiste. N'est-ce pas? Vous savez que le comité d'entreprise CGT d'EDF perçoit 1% de chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires. Énorme. Je trouve ça scandaleux. C'est scandaleux. Mais il n'y a pas en France, vous le savez, de liberté syndicale. Puisqu'il y a un monopole des syndicats représentatifs, dits représentatifs, basés sur leur attitude pendant la guerre. Ah oui, il y a critères, hein, il y a 4 ou 5 critères. Hein, ont le droit d'être syndicats représentatifs, les syndicats qui ont fait de la résistance. Les autres, non. Même si vous êtes né 50 ans plus tard, vous ne pouvez pas faire un syndicat représentatif parce que vous n'avez pas été résistant. D'accord. Mais le syndicalisme français, c'est cheap. Les syndicats français représentent moins de 5%. 8%? Oui, 8%. Et encore, ce sont presque essentiellement des fonctionnaires. Oui, c'est public, oui. Et MEDEF, depuis 1998, MEDEF a été créé en 1998, il est plutôt tourné vers le libéralisme total, comme le modèle anglo-saxon. Par rapport à ce modèle, vous êtes d'accord? Le MEDEF d'ailleurs était dirigé non pas par des dirigeants d'entreprises nationales, mais par des dirigeants d'entreprises étrangères, internationales. Oui. Je n'ai pas beaucoup de considération pour le MEDEF. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont toujours affecté de ne jamais nous recevoir, n'est-ce pas? Et donc, exprimant en cela la pensée unique, n'est-ce pas? C'était très conformiste. Mais il me semble qu'il y a quand même l'acteur avant 1998, c'était SNPF. CNPF. Et puis de la MEDEF. Il y a l'acteur. Hein, CNPF, c'est peut-être avec votre. Peut-être un peu mou. C'est gaulliste, mais pas mou. Gaulliste, hein, plutôt. Interventionniste de l'État assez fort. Mais c'était un peu l'esprit du temps, c'est vrai. Et le MEDEF, lui, encore une fois, ses cadres sont des cadres de grandes entreprises internationales. Par conséquent, ils n'ont pas beaucoup de considération pour l'intérêt national. Mais ils sont de la multinationale française, ils sont très... Non. Monsieur, comment s'appelait-il, le baron Antoine Seignière n'était pas spécialement patriote, non. Encore une fois, ce sont le MEDEF, ce sont des gens, la majorité du MEDEF, ce sont des gens, ceux qui ont le pouvoir, sont des représentants des grandes entreprises internationales, qui sont en France, mais qui sont internationales, ils ne sont pas français. Ils sont mondialistes. Mondialistes. Où il y a l'intérêt, ils sortent. Bien. Je crois que j'ai assez posé la question. Oui. C'est bon? C'est bon.
après, je dois réécrire ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Est-ce que je peux prendre les photos à l'extérieur? Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez tout faire. Parce qu'il fait très beau. On dit chez nous, vous êtes ici chez vous. Aujourd'hui, il fait beau. Oui. Cette maison fut donnée par l'empereur Napoléon III à son directeur de cabinet. Et alors, pourquoi maintenant ça appartient à vous? Parce que c'est venu, Napoléon III, c'est le 19e siècle. Je vais vous dire comment. J'ai hérité de cette maison d'un ami. Ah, d'accord. C'est un ami qui n'avait pas d'enfant. Qui était plus jeune que moi d'ailleurs, et sa maman m'ont fait héritier de cette maison. Le soleil, Ah, monsieur le père, Vous voulez comment? Ah mais non, mais comme ça, mettez-vous là. Ah Oui, si vous voulez prendre de photo, la tour Eiffel, voilà. Vous mettez... Voilà. Ça vous va comme ça? Voilà. Mais vous êtes tous les deux à Paris? Ah oui. Oui. Vous êtes en poste à Paris? Oui. Hein? Alain, attends, je vais demander à Alain. Alain, tu me donnes les deux albums? En français, hein, oui. Oui, en français ou en anglais? En français. En français. En français, c'est hein, bon. Hop là! Cherchez. Petite dédicace. Voilà. Comme ça, vous saurez qui est le futur président de la République. Voilà. Quel est votre prénom, votre nom? Mon nom c'est Kenzo. Kenzo. Kenzo, comme un grand couturier. Comme le couturier. Qui n'a rien à voir.